Troisième source d'influence, après la pensée judéo-chrétienne et les droits naturels et individuels, troisième source, la philosophie des Lumières. Les auteurs de la philosophie des Lumières ont particulièrement influencé les rédacteurs de 1789. Et ce sous trois aspects. D'une part, qu'on peut résumer de la manière suivante, d'une part, l'influence de l'anglomanie, ensuite, l'influence du physiocratisme, et enfin, l'influence de l'esprit de résistance. Alors, première illustration de cette influence de la philosophie des Lumières, l'influence de l'anglomanie. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot anglomanie? On veut signifier ici la grande influence que la société anglaise, que son régime politique a pu avoir sur les auteurs de la déclaration de 1789. Mais ça concerne aussi l'influence du goût anglais pour leur pratique traditionnelle de la liberté. Tout d'abord, il faut faire observer que durant le XVIIIe siècle, de nombreux auteurs français ont publié des ouvrages fortement inspirés par l'Angleterre. On citera parmi d'autres, et qui montrent bien cette influence du modèle anglais, tout d'abord François-Marie Arouet, plus connu sous le pseudonyme de Voltaire, né en 1694, mort en 1778, qui en 1734 publie les Lettres anglaises. Ensuite, on peut citer un deuxième auteur extrêmement célèbre, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède, plus connu sous le nom et le titre de baron de Montesquieu. Montesquieu qui lui est né en 1689 et qui meurt en 1755, et à qui on doit notamment un ouvrage extrêmement important, De l'esprit des lois, qui est un véritable traité fondateur de la science politique moderne, et qui contient de longs développements sur le système anglais et sur ce que sa transposition pourrait apporter à la France. Enfin, on peut citer un troisième auteur, moins connu, mais qui fut très important au XIXe siècle en France. C'est Jean-Louis de Lolme, L-O-L-M-E, qui s'écrit d'ailleurs avec une particule ou sans particule, né en 1740 par exemple, et qui publie une constitution de l'Angleterre en 1771, qui est un juriste, un essayiste, citoyen de la République de Genève, et il exerça la profession d'avocat, et il fut obligé parfois de quitter sa Genève natale pour se réfugier en Grande-Bretagne, où il composa des écrits politiques, et notamment son célèbre traité sur la Constitution de l'Angleterre. En fait, chez tous ces auteurs du XVIIIe siècle, ce qui est admiré dans le système anglais, c'est essentiellement l'existence d'un parlement, mais pas d'un parlement tel qu'on l'entend en France. Le parlement français, c'est, sous l'Ancien Régime, une chambre juridictionnelle. Le parlement anglais, c'est une chambre délibérative dont l'une des branches, la Chambre des communes, est élue. Ce qu'on admire également, c'est, chez les Anglais, c'est la procédure de l'habeas corpus, qui date de 1679. L'influence du goût anglais se traduit aussi par la conception de la pratique traditionnelle anglaise de la liberté, qui se révèle dans la Magna Carta du 15 juin 1215, et ses versions successives, qui mettent en évidence les principes de liberté, de prohibition de toute arrestation arbitraire. À la différence de la France, on reverra ça au semestre 2, quand on étudiera en détail le droit à la sûreté, à la différence de la France, qui elle, à la même époque, pratique les lettres de cachet, c'est-à-dire des lettres signées par le roi qui permettaient, sans autre procès, d'enfermer en prison tout individu. Les articles 38 et 39
vont concerner ce qui sera désigné à partir de 1305, sous l'expression d'habeas corpus, le simple rappel d'un privilège aristocratique qui devient, à l'occasion du vote de la loi d'habeas corpus en 1679, le symbole d'une justice anglaise qui proscrit les arrestations arbitraires, partant du principe de son indépendance vis-à-vis de l'exécutif, voire de la liberté individuelle. Deuxième courant d'influence de cette philosophie des Lumières, l'influence du physiocratisme. Qu'est-ce que c'est que le physiocratisme? Le physiocratisme, c'est une école de pensée économique, politique, juridique, née en France à la fin des années 1750. Les physiocrates sont considérés comme les fondateurs de la science économique moderne. Ils ont contribué de manière décisive à forger la conception moderne de l'économie et à placer la réflexion et la pratique de la chose économique dans un cadre de référence autonome. En affirmant l'existence de droits naturels et en développant leur théorie du despotisme légal, ils sont également les initiateurs d'un important courant de réforme du droit et de la politique au XVIIIe siècle. Le mouvement physiocratique connaît son apogée au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle pour devenir économiquement caduc face à la montée des échanges commerciaux internationaux et à l'apparition du système secondaire. Le fondateur de l'école des physiocrates, François Quesnay, Q-U-S-N-A-Y, chirurgien puis médecin réputé, il sera le protégé de Madame de Pompadour et de Louis XV à la cour de Versailles. François Quesnay va rédiger ses premiers articles économiques pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. En 1758, il met au point le tableau économique, qu'il rendra célèbre, et parmi les grands penseurs de cette mouvance physiocratique, outre François Quesnay, on peut citer Victor de Riquetti, marquis de Mirabeau, qui jouera un rôle célèbre dans la Révolution, ou encore Pierre-Paul Le Mercier de la Rivière, Guillaume François Le Trône, L-E plus loin T-R-O-S-N-E, ou encore un grand économiste qui a fait fortune aux États-Unis, Pierre Samuel Dupont de Nemours. Leur conception, pour faire simple, repose sur l'idée de l'existence d'un ordre naturel, en vertu duquel les hommes se contenteraient d'une reconnaissance des lois qui sont à la base de la société comme la propriété privée. Cette influence de la philosophie physiocratiste, des physiocrates, sur la déclaration de 1789 se retrouve dans les articles 2 et 17 de la déclaration. Article 2, je l'ai déjà cité, je vous rappelle que l'article 2 détermine quels sont les buts de toute société politique, et parmi ces buts, c'est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, dont le deuxième cité par la déclaration, c'est la propriété, une forte influence donc des physiocrates, et qu'on retrouve dans l'article 17 et dernier de la déclaration de 1789, en vertu duquel la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. C'est bien la redite de façon encore plus solennelle de ce qui est précisé à l'article 2 de la déclaration, avec une exception qui figure à l'article 17, si ce n'est lorsque la nécessité publique est légalement constatée, l'exige évidemment et sous réserve d'une juste et préalable indemnité. Enfin, troisième source d'influence de la philosophie des Lumières, l'influence de l'esprit de résistance.
l'influence de l'esprit de résistance. Par l'influence de l'esprit de résistance, on entend en réalité l'influence qu'ont joué les parlements d'Ancien Régime, ces chambres juridictionnelles donc, sur l'esprit des rédacteurs de la Déclaration de 1789. Je vous rappelle, comme je l'ai déjà dit, qu'un parlement sous l'Ancien Régime, dans le Royaume de France, c'est une cour de justice d'appel, dite assez improprement cour souveraine, puis cour supérieure à partir de 1661, qui rend la justice au nom du roi sur un territoire déterminé. Le plus haut degré de juridiction de l'Ancien Régime étant non pas les parlements, mais le Conseil du roi, véritable cour souveraine, qui pouvait soit être saisi par le justiciable, soit être saisi d'office de toutes les causes pendantes devant une juridiction du royaume. Par ailleurs, les parlements avaient l'obligation, et en ce sens ils contribuaient, ils concouraient à la fonction législative sous l'Ancien Régime, ils avaient l'obligation d'enregistrer tous les actes royaux, c'est-à-dire de les enregistrer et de les publier dans leur registre, après avoir vérifié leur compatibilité avec le droit, avec les usages et les coutumes locales, ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle de légalité. Comme ils étaient des cours de dernier ressort, ils avaient également l'obligation de faire épisodiquement une synthèse ou une refonte de la jurisprudence sur une question donnée, dans des décisions solennelles aboutissant à un arrêt de règlement. C'est dans cette seule limite que les parlements disposaient d'un pouvoir judiciaire ou législatif. À la fin du règne de Louis XIV, donc en 1715, et sous le règne de Louis XV, il existait parmi les membres des différents parlements de France un mouvement puissant appelé la fronde parlementaire ou le jansénisme parlementaire, qui exigeait la fusion de tous les parlements du royaume en un parlement national unique, comme il en existait un en Angleterre. Par ailleurs, ce mouvement revendiquait un pouvoir législatif qui serait exercé au nom de la nation française. Va donc se développer à partir de la fin du règne de Louis XIV et pendant tout le règne de Louis XV, une opposition au pouvoir royal par les parlements, opposition qui va durer un siècle, et ce sont finalement les États généraux de 1789 qui vont fronder le roi pour incarner pleinement le pouvoir législatif. Ainsi, les anciens parlements seront définitivement dissous par un décret de 1790, et il faut également noter que les États généraux du royaume, selon la titulature de l'Ancien Régime, étaient une assemblée réunissant les trois ordres, comme on l'a vu, les États de la société, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Mais les États généraux ne pouvaient être réunis que sur convocation du roi, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, telles que par exemple la survenance d'une crise politique, la survenance le plus souvent d'une crise financière, d'une guerre ou d'une question diplomatique majeure. Ces assemblées des États généraux étaient, entre autres, les seules habilitées à réformer la fiscalité générale et, dans une moindre mesure, à statuer sur des problèmes dynastiques en vue de traiter la crise rencontrée. Ces États généraux ont été convoqués pour la dernière fois en 1614, sous la Régence après la mort, l'assassinat d'Henri IV, et marquèrent le point d'orgue de l'absolutisme royal, et ils ne furent plus réunis jusqu'en 1789. Pendant ce siècle et demi de non-convocation des États généraux, les parlements, et spécialement le Parlement de Paris, va chercher à s'arroger les pouvoirs des États généraux et vont entrer en lutte constante avec le roi.
Pour incarner cet esprit de résistance, les parlements d'Ancien Régime, et notamment le Parlement de Paris, va s'appuyer sur deux rôles qui sont les leurs: la protection des lois fondamentales du royaume et surtout l'usage de leur droit de remontrance. Protection des lois fondamentales du royaume, il faut savoir que ce que l'on appelait sous l'Ancien Régime les lois fondamentales du royaume, ce sont toutes les lois qui tendent à la conservation du royaume, qui s'apparentent à une sorte de constitution non écrite, un peu comme le système britannique. On peut dégager deux fonctions à ces lois fondamentales du royaume: la définition des pouvoirs royaux et les règles de succession au trône. Le cas le plus significatif de cette résistance des parlements de Paris au début du XVIIIe siècle, après la mort de Louis XIV, c'est l'affaire du testament de Louis XIV. Louis XIV meurt le 1er septembre 1715 en laissant un testament qui, contrairement aux règles de droit en usage à l'époque, confie la régence du royaume à l'un des fils illégitimes de Louis XIV, le duc du Maine, un des bâtards légitimés de Louis XIV. Contrairement aux lois fondamentales du royaume qui prévoyaient que, en l'absence de reine, donc de mère du futur roi, eh bien, ce qui est le cas à l'époque, eh bien, c'est le plus proche parent du monarque qui doit assurer la régence. En l'espèce, à la mort de Louis XIV, ça devait être le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans va donc saisir le Parlement de Paris, obtenir la cassation du testament de Louis XIV et obtenir que lui soit conférée la régence du royaume. Deuxième rôle important de ces parlements d'Ancien Régime, l'usage de leur droit de remontrance. Le droit de remontrance des parlements est un droit qui existe durant l'Ancien Régime. C'est le droit qu'ont les parlements ou de tous les officiers royaux de contester les lois et les lettres patentes émises par le roi avant leur enregistrement, s'ils estiment que ces lois sont contraires aux intérêts du peuple ou aux lois fondamentales du royaume, et un texte jugé irrecevable par la cour des magistrats était renvoyé au roi accompagné de considérations motivant les réticences et priant le roi de procéder à un nouvel examen de son texte. Le roi a toujours la possibilité, dans le droit d'Ancien Régime, de s'opposer. Pour cela, il doit utiliser une procédure particulière, qu'on appelle la procédure dite du lit de justice, LIT, à l'occasion de laquelle il invoquait régulièrement le respect des droits en la matière. Le lit de justice, c'est une procédure par laquelle le roi se présente en personne dans l'enceinte du Parlement de Paris et sa seule présence impose l'enregistrement des ordonnances ou des édits royaux. Les parlementaires vont, puisqu'il n'y a plus d'états généraux, revendiquer, invoquer régulièrement le respect du droit de propriété, qu'on retrouve à l'article 17 de la Déclaration, l'égalité devant la loi, que l'on retrouve dans l'article 6 de la Déclaration, le consentement à l'impôt, que l'on retrouve à l'article 14 de la Déclaration, ou encore la protection contre l'arbitraire, que l'on retrouve à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Petit b, les sources juridiques de la Déclaration de 1789. Petit b, les sources juridiques de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La question des sources juridiques de la Déclaration de 1789 ne s'est pas posée en réalité à l'origine de cette déclaration. C'est une question, c'est une polémique qui a surgi au début du XXe siècle dans un contexte de franche hostilité entre la France et l'Allemagne, d'où aux suites du conflit franco-prussien de 1870. Défaite de la France, je vous le rappelle,
et spoliation de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne, qui sont retirés du territoire français et intégrés à l'Empire allemand, qui vient d'être créé à Versailles dans la Galerie des Glaces, et qui va entraîner un climat de franche tension, et de tension même extrême, entre la France et l'Allemagne, et qui va durer jusque dans les années 1950, pendant pratiquement un siècle. En 1902, un grand juriste de langue allemande, Georg Jelinek, ça s'écrit J-E-2-L-I-N-E-K, Jelinek qui était né en 1851 et qui meurt en 1911, qui est considéré avec Hans Kelsen, qui est un nom qui doit vous dire quelque chose, comme un des principaux représentants de l'école positiviste autrichienne, célèbre pour ses réflexions sur la philosophie du droit et la théorie du droit. Ce grand juriste Jelinek va publier en 1902 un ouvrage qui est traduit tout de suite en français et qui s'intitule « La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen », la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, contribution à l'histoire du droit constitutionnel moderne. Contribution à l'histoire du droit constitutionnel moderne. Dans cet essai, Jelinek va chercher à démontrer que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne présenterait aucune originalité. Elle ne serait, dit Jelinek, en fait, qu'une simple copie de la Déclaration des droits américaine, et ce qui est considéré, comme on le verra dans le chapitre suivant, comme l'un des monuments du droit français, ne serait donc qu'une pâle copie des textes américains et anglais. En réponse à cette prise de position, et bien sûr qui est immédiatement traduite en français, en réponse à cette prise de position qui est considérée à l'époque comme un brûlot, un Français, complètement oublié maintenant mais qui a eu son heure de gloire au XIXe siècle, qui s'appelle Émile Boutmy, s'écrit B-O-U-T-M-Y, Émile Boutmy, né en 1835, qui meurt en 1906, qui fut associé à la construction de la science politique moderne, et surtout qui fut le fondateur de l'école libre des sciences politiques, le futur institut politique de Paris, Sciences Po, va publier un article dans les annales de l'école libre des sciences politiques, intitulé « La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et M. Jelinek ». La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et M. Jelinek. Dans cet article, il démontre, ou il cherche à démontrer, à l'inverse de ce que pensait Jelinek, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 était non pas la pâle copie d'un document américain ou anglais, mais était un texte purement d'inspiration française, qu'il était, dit Boutmy, le produit de l'influence de Voltaire et de l'esprit des Lumières. Si l'influence américaine sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut être occultée, ne peut être niée, d'ailleurs, les auteurs contemporains ne s'y étaient pas mépris. Ainsi, par exemple, Condorcet, qu'on a déjà cité, sous la Révolution, avait pu écrire, même avant la rédaction de la Déclaration de 1789, un essai intitulé « Essai sur l'influence de la Révolution de l'Amérique sur l'Europe ». Par conséquent, le fait que la Révolution américaine ait influencé la Révolution française, c'est évidemment logique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les deux thèses, celle de Jelinek et celle de Boutmy, sont valables. Elles sont tout aussi extrêmes ou extrémistes l'une que l'autre. Afin de chercher à trancher cette querelle sur les sources juridiques de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il nous faudra examiner d'abord en quoi les pactes anglais ont pu influencer la Déclaration de 1789, ou en quoi ils se
dissocie de la déclaration de 1789, et qu'en est-il après, dans un second temps, des déclarations américaines. Alors, premièrement, tout d'abord, les pactes anglais. Les pactes anglais sont très divers et très disparates. Le premier, auquel il a déjà été fait référence, c'est la Magna Carta du 21 juin 1215, qui est un texte octroyé par le roi Jean Santerre au baron d'Angleterre, après la défaite de Bouvines, le 27 juillet 1214, contre le roi français Philippe Auguste. Vient ensuite la Grande Remontrance de 1641. La Grande Remontrance, c'est le nom d'une déclaration votée par le Long Parliament anglais le 21 novembre 1641 et présentée au roi Charles Ier. C'est l'un des textes majeurs de l'histoire constitutionnelle anglaise qui exprime la position de l'opposition au roi au début de la première révolution anglaise, qu'on appelle aussi la guerre civile. La Grande Remontrance proprement dite est précédée d'une pétition de la Chambre des communes. Nous, les communes d'Angleterre, assemblées en Parlement, dénonçons un parti corrompu et mal intentionné qui complote pour changer la religion et le gouvernement. Ce parti poursuit cette pétition de la Chambre des communes, ce parti favorisant l'accroissement du papisme, dont les dirigeants sont les jésuites et autres émissaires de Rome, a corrompu divers évêques et autres personnages occupant la première place dans l'Église, mais aussi certains des émissaires du Conseil du roi et dans d'autres postes de confiance dans l'entourage du roi. Pour eux, ce parti est responsable de la division, de la guerre civile entre le royaume d'Angleterre et le royaume d'Écosse, qui entraîne de grandes dépenses. La suite de cette pétition, le texte de la Grande Remontrance demande au roi, premièrement, que les évêques soient dépouillés du droit de voter au Parlement, deuxièmement, que soient éloignés du Conseil du roi ceux qui persistent à soutenir et à favoriser les oppressions et les abus dont le peuple a été affligé. Les communes demandent donc dans ce texte au roi un droit de destitution des conseillers du monarque et un droit sur la nomination de ses ministres. Il s'agit d'une nouveauté majeure dans le système constitutionnel anglais qui constitue les premières bases d'une monarchie constitutionnelle reposant notamment sur la responsabilité politique des membres de l'exécutif. Le roi, à travers ce texte, va perdre le contrôle de l'exécutif au profit du Parlement. La pétition affirme qu'à ces conditions, le Parlement votera les dépenses nécessaires à la guerre qui commence à apparaître avec notamment l'Irlande. Vient ensuite la pétition des droits, la Petition of Right, de mai 1628. Cette pétition est remarquable en ce qu'elle confirme le principe du vote exclusif des impôts par le Parlement, l'abolition de la loi martiale en temps de paix et le droit des détenus à mettre en cause la légalité de leur incarcération en vertu du décret d'habeas corpus. Autre point de ce troisième texte constitutionnel important, la condamnation du logement de la troupe chez l'habitant, qui trouvera un écho, au passage, dans le troisième amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Vient ensuite, en 1679, l'acte d'habeas corpus, plus exactement, puisque habeas corpus n'est pas le titre de la loi, mais c'est le début du texte, qui commence par cette formule, habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum, qui est une notion juridique qui énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement. Cette procédure d'habeas corpus est le contraire de l'arbitraire qui permet d'arrêter n'importe qui sans raison valable, qui sera le système en vigueur à la même époque en France. En vertu de ce principe,
Toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée, de quoi elle est accusée. Ensuite, elle peut être libérée sous caution, puis amenée dans les jours qui suivent devant un juge. Cette procédure de l'habeas corpus trouve ses origines dans la Rome antique, avec la provocatio, qui en est le précurseur, et son principe moderne, né dans l'Angleterre du Moyen-Âge. Depuis, elle a été renforcée et précisée de façon à apporter les garanties réelles et efficaces contre la détention arbitraire par l'Habeas Corpus Act de 1679. L'Habeas Corpus Act est donc devenu un des piliers des libertés publiques anglaises, et elle s'appliquera dans les colonies et reste au XXIe siècle présente dans la plupart des pays qui pratiquent ce qu'on appelle la common law. Aux États-Unis, la procédure d'habeas corpus a une valeur constitutionnelle et dès lors, elle ne peut être suspendue qu'en temps de guerre. Vient ensuite le Bill of Rights du 16 février 1689, texte qui définit les principes de la monarchie parlementaire en Angleterre avec la glorieuse révolution, celle de Cromwell, et proclame certains droits fondamentaux. Enfin, vient l'Act of Settlement, l'acte d'établissement, du 16 février 1689. Ce texte va définir les principes de la monarchie parlementaire en Angleterre et confirme notamment les autres textes tels que la Magna Carta, la Grande Remontrance, l'Habeas Corpus, le Bill of Rights, et surtout on appelle cela l'acte d'établissement parce que c'est celui qui permet la transmission de la couronne à la fille du dernier roi d'Angleterre, Mary, qui a épousé Guillaume d'Orange, le statutaire de Hollande, et qui devient à ce titre roi d'Angleterre. Tous ces textes visent à proclamer le principe de la protection des individus contre l'arbitraire de la couronne et le principe du libre consentement du peuple à l'impôt, ainsi que progressivement l'affirmation de la séparation des pouvoirs et la monarchie constitutionnelle parlementaire. Tous ces textes anglais sont certes importants, mais constituent des sources assez lointaines, d'influence juridique du droit français. Et on peut considérer qu'ils ont plus influencé le droit américain que le droit français.